Aujourd'hui, c'est le jour où l'échéance tombe, et du moins au moment où j'enregistre ceci, le cessez-le-feu ne semble pas très prometteur. Non, vous n'avez pas cliqué par erreur sur un sujet de la veille sur l'Iran. Pendant que tout le drame autour du cessez-le-feu dans ce conflit particulier se déroulait, une autre échéance approchait, une qui implique également les États-Unis et Israël, Gaza. Le cessez-le-feu ayant mis fin à la guerre en octobre dernier entre dans une phase de test critique. La bande est à environ 80% en ruine et près de 2 millions de déplacés. Ce qui va se passer ensuite pourrait déterminer si Gaza pourra se reconstruire ou si, au contraire, elle sera divisée en deux. Où en sont les choses ? Depuis 6 semaines, la plupart des regards dans le monde, y compris les nôtres, sont braqués sur la guerre américano-israélienne contre l'Iran. Ce conflit a absolument tout dominé, et c'est compréhensible. Mais 2026 n'est pas le genre d'année à se contenter d'une seule grande crise. Oh non, 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 non. Pendant la guerre contre l'Iran, la situation à Gaza a continué d'évoluer. En septembre dernier, l'administration Trump a présenté un plan en 20 points pour mettre fin à la guerre. Israël et le Hamas ont accepté la première étape du plan, et le cessez-le-feu a commencé début octobre. La première phase portait sur les priorités immédiates, libérer les otages, accroître l'aide humanitaire et arrêter les hostilités majeures. Le Conseil de sécurité de l'ONU a validé l'accord en novembre par la résolution 2803 et en janvier, les derniers otages ont été libérés. La première phase était finie, du moins officiellement. La deuxième, plus compliquée, est celle que nous vivons actuellement. Cette phase comprend les questions les plus ardues. Démilitarisation totale du Hamas et de tous les autres groupes armés à Gaza, instauration d'un gouvernement de transition et reconstruction dépassant 70 milliards de dollars. Si tout cela vous semble extrêmement ambitieux étant donné que cela implique que le Hamas rende volontairement ses armes, eh bien c'est parce qu'il y a un véritable désaccord sur le fait de savoir si le Hamas y a réellement consenti. Maintenant, où ai-je déjà dit cela auparavant ? La Maison-Blanche a déclaré à plusieurs reprises que le cadre en 20 points auquel le Hamas a adhéré en octobre inclut le désarmement comme exigence de la phase 2 et la résolution de l'ONU soutenant le plan l'inclut également. Le Hamas a une autre vision. Des responsables comme Moussa Abou Marzouk affirment que le désarmement ne nous a même jamais été présenté, et s'ils ont accepté de céder la gouvernance de la bande, ils n'ont jamais accepté de déposer les armes. Ils expliquent ces variations par des changements ultérieurs, accusant Netanyahou. Malheureusement, savoir si c'est vrai ou non dépend de la personne à qui vous posez la question. Mais cela nous amène au présent, où la date limite pour la mise en œuvre de la phase 2 vient à échéance demain. C'est samedi, le 11 avril. Le mécanisme créé pour superviser tout cela, y compris le désarmement auquel le Hamas affirme ne jamais avoir souscrit, est le Conseil de la paix, dont nous avons déjà parlé ici sur Warfronts, et qui est essentiellement le quasi-remplaçant de l'ONU par Trump, conçu par et pour un public plus favorable. Trump lui-même en est le président. Cependant, plusieurs membres importants siègent au Conseil, dont l'Arabie Saoudite, l'Égypte, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Il inclut aussi des personnalités comme Nikolai Mladinov, haut représentant, Tony Blair et Jared Kushner sur des dossiers de gouvernance et sécurité, ainsi que d'autres. La majorité du G7 et des alliés de l'OTAN ont refusé de rejoindre. Mention spéciale aux exceptions, la Bulgarie et la Hongrie, qui ont exprimé des inquiétudes selon lesquelles la charte pourrait marginaliser l'ONU ou élargir le mandat de l'organisation au-delà de Gaza. Mladinov insiste depuis des semaines, voyageant entre le Caire, Ankara et le Conseil de sécurité. Samedi marque la date limite qu'il a fixée pour la reddition officielle du Hamas. Il n'est pas optimiste, et nous non plus. Maintenant, avant d'entrer dans toutes les raisons d'être si pessimiste, faisons une petite pause pour vous parler de la dernière extension dans l'univers de Warfronts. Frontstoco, notre site d'abonnement pour ceux qui veulent creuser bien au-delà des gros titres et comprendre ce qui se passe vraiment dans le monde. Chaque semaine, nous publions 2 vidéos exclusives et 2 articles d'experts sur des conflits allant du conflit actuel avec l'Iran à la guerre en Ukraine, à la guerre civile au Soudan et bien sûr à ce qui se passe à Gaza. Si le Moyen-Orient vous intéresse, et soyons honnêtes, vous regardez une vidéo sur Gaza, découvrez notre nouveau podcast hebdomadaire, La Table Ronde du Moyen-Orient, où nous discutons en profondeur de cette région complexe et essentielle. L'abonnement coûte 5$ par mois ou 50$ par an sur Frontstock, donnant accès à de nombreux contenus exclusifs. Revenons à Gaza. Le plan. Le 26 mars, Al Jazeera a publié le texte divulgué d'un document qui circulait entre les médiateurs depuis des semaines. Il s'agit de la tentative du Conseil de transformer le plan initialement convenu en quelque chose qu'ils peuvent réellement mettre en œuvre. Au cœur de ce plan se trouve une séquence en 5 étapes sur 8 mois, construite autour d'un principe fondamental. Une seule autorité, une seule loi, une seule arme.
Le Comité national pour l'administration de Gaza, généralement appelé le MCGA, prendra le contrôle de la sécurité. Les armes lourdes et les réseaux de tunnels seront rapidement détruits, et ce n'est qu'alors qu'Israël procédera à un retrait progressif lié à des étapes de démilitarisation vérifiées. Finalement, si tout se déroule comme prévu, il quitterait après confirmation indépendante que Gaza est sans armes, sauf une exception permettant à Tsahal de rester dans une zone de sécurité. Le béton, l'acier et le carburant indispensables à Gaza pour réellement lancer la reconstruction ne seront alors autorisés que dans les zones vérifiées comme démilitarisées. L'objectif est d'empêcher le Hamas de détourner ses ressources, une préoccupation de Jérusalem en raison des pratiques habituelles du groupe. Le document n'a pas vraiment été bien accueilli par le Hamas, c'est le moins qu'on puisse dire, qui a vu cela comme une nouvelle exigence équivalent à une reddition politique, et non comme quelque chose à laquelle ils avaient en jamais consenti. Et quand on regarde la structure des incitations ici, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Le plan apporte de vrais avantages, comme l'amnistie pour les combattants, des programmes de réintégration et d'autres concessions. Du point de vue de Jérusalem, et cela n'a pas été bien accueilli par les membres les plus radicaux du gouvernement de Netanyahou, le plan repose aussi fortement sur le fait que le Hamas agisse en premier et ne soit récompensé que plus tard. Maintenant, pour être juste, le Hamas n'est pas vraiment connu pour respecter les termes des accords qu'il conclut. Mais d'un autre côté, leur confiance en Israël pour tenir sa part du marché après qu'ils aient déposé les armes et effectivement abandonné leur capacité à riposter. Eh bien, disons simplement que c'est proche de zéro. Au Conseil de sécurité, le 24 mars, Ladinov a tenté de convaincre directement les sceptiques des deux camps. Il a souligné qu'Israël avait mené plusieurs opérations militaires à Gaza ces 20 dernières années et que les armes revenaient en tout jour, peu importe les accords. Il a affirmé que seul un désarmement vérifié, combiné à une police professionnelle, permet d'éliminer définitivement ce cycle. Au faucon israélien affirmant que le contrôle militaire est la seule option, il a rappelé que les 25 dernières années prouvent le contraire. Le plan exige la participation non seulement du Hamas, mais de toutes les factions armées de Gaza, et 3 d'entre elles ont déjà refusé. Le djihad islamique palestinien, ou DJIP, le Front populaire et le Front démocratique ont tous publié des déclarations affirmant que les armes de la résistance appartiennent au peuple palestinien, pas au Hamas, et qu'elles ne seront pas abandonnées tant que leur propre État n'existera pas. Le djihad islamique a déclaré que le plan permettait la poursuite de l'agression israélienne sans entrave. Ce groupe est particulièrement intéressant car, bien qu'il soit plus petit que le Hamas, l'une de ses particularités est qu'il considère le Hamas comme trop modéré sur les questions actuelles. Bien que le terme « modéré » ne soit généralement pas associé à ce groupe, ce moment expose en réalité une vulnérabilité du Hamas. S'ils sont perçus comme ayant cédé à Israël sur ce point, alors le djihad islamique palestinien pourrait effectivement réussir à convaincre d'autres qu'il y avait finalement du vrai dans leur argumentation. Cette dynamique alimente une fracture plus large qui se creuse discrètement entre les deux principales factions armées de Gaza. Le Hamas a tenté d'élargir ses connexions internationales, notamment en se rapprochant de la Turquie, qui a été plus que réceptive en accueillant des hauts dirigeants ce mois-ci et en plaidant pour que la branche politique du groupe soit impliquée dans toute gouvernance d'après-guerre. Ceci marque un éloignement du Hamas envers Téhéran. Le mois dernier, le groupe a même critiqué l'Iran pour avoir visé des voisins comme la Turquie et le Qatar. Un moment remarquable. Le groupe reste fidèle à Téhéran, recevant environ 70 millions de dollars par an de financement direct iranien et une formation des gardiens de la révolution islamique. Ils ont affirmé qu'ils coopéreraient avec le comité de transition et surveilleraient son travail, marquant quasiment la fin de la collaboration. Ce plan exige que chaque groupe à Gaza dépose les armes. Donc, même si toute la direction du Hamas se présente demain en disant « Vous savez quoi ? Très bien, faites comme vous voulez. Cela ne fonctionnera toujours pas à moins que le JIP et les autres fassent de même. » Vous pouvez donc probablement comprendre pourquoi nous sommes un peu sceptiques quant à la réussite de ce plan. Sur le terrain. Tout cela jusqu'à présent, les plans élaborés par les diplomates, les conditions nécessaires pour que Gaza reçoive de l'aide, ce genre de choses, donnent presque l'impression d'être écrits dans un univers parallèle. Sur le terrain à Gaza, presque rien de tout cela n'existe, et une partie de ce qui existe contredit en fait tout le reste. Commençons par qui dirige, ou plutôt qui est censé diriger les choses. Le Comité national pour l'administration de Gaza, composé de 15 technocrates palestiniens qui ont été minutieusement passés au crible par Israël, a officiellement été lancé le 15 janvier et a ensuite installé son siège au Caire, à environ 360 km de là. Cela s'explique en partie par la situation sécuritaire dans la bande de Gaza, qui, comme vous pouvez probablement le deviner, est loin d'être totalement sécurisée. Un diplomate arabe anonyme a affirmé que le comité n'ira pas à Gaza tant qu'il ne sera pas prêt à gouverner, précisant que le Hamas et ses alliés ne leur réservera pas un accueil chaleureux dans la ville de Gaza.
Bien que le Hamas ait publiquement déclaré à plusieurs reprises qu'il était prêt à transférer le pouvoir, en privé, ils ont fait à peu près tout ce qu'ils pouvaient pour s'assurer que ce transfert n'ait jamais réellement lieu. Le groupe a mené des campagnes contre Sami Nasman, responsable de la sécurité intérieure nommé par le comité, que le Hamas a accusé de collaboration, jugé et condamné par contumace, et menacé d'exécuter s'il revenait. L'autorité palestinienne n'a pas non plus apprécié la situation, rappelant qu'elle se considère comme l'organe dirigeant légitime de tous les territoires palestiniens. Le résultat de tout ce sabotage mutuel, c'est que la seule mesure concrète prise par le comité, à savoir l'ouverture en février du recrutement pour une force de police transitoire de 5000 personnes, n'a abouti à aucun déploiement sur le terrain. Aujourd'hui, le Hamas garde un contrôle de facto sur les zones hors du contrôle direct d'Israël, et la force internationale de stabilisation, censée soutenir l'ensemble du dispositif, n'a pas non plus de troupes déployées. Son déploiement a été reporté indéfiniment lorsque la guerre avec l'Iran a éclaté fin février. Le seul groupe armé qui a été actif récemment est celui qu'Israël a lui-même aidé à mettre en place, ce qui semble aller à l'encontre de l'accord lui-même. La Force populaire, milice de 500 à 700 hommes dirigée par l'ex-combattant salafiste djihadiste Ghassan Dahin, qui aurait eu par le passé des liens avec l'État islamique, mène des raids anti-Hamas dans l'est de Rafah et contrôle une partie du point de passage avec l'appui d'Israël. Et tout cela se déroule dans une réalité physique qu'il serait difficile de décrire uniquement avec des mots. Environ 81% de toutes les structures à Gaza ont été endommagées ou détruites, y compris 58% des logements, 87% des terres agricoles et un nombre similaire de bâtiments scolaires. Seuls 18 des 36 hôpitaux fonctionnent encore au-delà du triage de base. Les décombres ici sont tout simplement stupéfiants, entre 55 et 61 millions de tonnes, concentrées principalement à Rafah, Khan Younis et la ville de Gaza, ce qui représente environ 30 tonnes pour chaque personne vivant encore là-bas. Le Programme des Nations Unies pour le développement estime que le déblaiement prendrait 5 à 7 ans dans des conditions optimales, qui ne sont pas réunies. De façon réaliste, la période de reconstruction durera probablement plus d'une décennie. À noter, le cessez-le-feu a nettement réduit les tueries, malgré la poursuite des frappes. 1,9 million de personnes restent déplacées, beaucoup l'ayant été 10 fois ou plus, entassées dans des tentes de fortune et des abris surpeuplés peu durables. Et tout cela soulève la question suivante. Étant donné l'échéance qui plane sur tout cela, que se passera-t-il si elle passe sans qu'aucun progrès ne soit réalisé ? Le Moyen-Orient est célèbre pour son histoire ancienne, être le berceau des 3 religions abrahamiques et ses paysages désertiques. La liste est longue. On ne dit jamais que quelque chose est simple au Moyen-Orient. Hamas ne semble pas enclin à changer cela et il est plutôt probable qu'il donne une réponse quelque part entre un oui clair et un non. C'est exactement ce qu'ils font depuis des semaines. Lors de la réunion du 3 avril au Caire, le groupe a évité de rejeter catégoriquement le cadre, ce qui est une façon très juridique de dire qu'ils font traîner cela le plus longtemps possible. Leur contre-proposition, qui demande 3 ans au lieu de 8 mois, et une exception concernant la collecte des armes, qui leur permettrait de conserver des armes légères, est pratiquement mortenée. Le Conseil de la paix a déclaré qu'il envisagerait des amendements mineurs à l'accord, mais pas des modifications fondamentales, et il est assez clair dans quel camp cela se situe. La date limite officielle pour cela est samedi, mais Mladinov était en Turquie jeudi pour recevoir la réponse du Hamas, et Israël n'attend pas de voir comment le week-end va se dérouler. Le média pro-Netanyahou Israël Hayom a rapporté que les préparatifs sont déjà en cours pour reprendre les opérations de combat. Cependant, retourner brutalement à Gaza n'est pas vraiment réaliste actuellement. Si vous avez suivi un peu l'actualité de ce qui se passe au Moyen-Orient, eh bien, disons simplement qu'Israël a fort à faire en ce moment. Le cessez-le-feu avec l'Iran a temporairement réduit la pression sur les FDI, mais il reste instable et ne dure que 2 semaines, si bien qu'on peut facilement imaginer qu'Israël lance de nouveau des vagues d'attaques contre la République islamique. Ces attaques contre l'Iran étaient uniquement aériennes, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de déploiement de forces des FDI au sol ailleurs. Ils opèrent depuis des semaines dans le sud du Liban, où l'idée de créer une zone tampon semi-permanente a été évoquée à plusieurs reprises, et la durée du service des réservistes est passée de 6 à 9 semaines. En bref, les FDI sont assez sollicités en ce moment, donc le résultat le plus probable à court terme est une intensification de ce qui se passe déjà. Il y a une solution de repli en discussion à Washington qui vous indique où tout cela pourrait réellement aboutir. Selon Reuters, cette alternative ignorerait la clause de désarmement et ne reconstruirait que dans les zones contrôlées par Israël derrière la ligne jaune. Netanyahou a publiquement qualifié cela d'inacceptable, mais il est clair que c'est envisagé comme un plan B, et cela aboutirait exactement à ce contre quoi Madinov et beaucoup d'autres dans la région mettent en garde. 2 Gaza séparés l'un de l'autre.
Un côté serait sous contrôle militaire israélien, recevant reconstruction et aide, tandis que l'autre resterait sous l'autorité de fait du Hamas, bloqué et laissé à l'abandon. Le propre pari du Hamas, du moins selon Hachar Al-Assad, est que les pourparlers de cesser le feu avec l'Iran pourraient complètement transformer la discussion sur le désarmement. Que Téhéran conditionnera tout accord à l'ensemble des fronts de l'axe de la résistance, permettant au Hamas de profiter du soutien iranien pour sortir du chaos sans choisir lui-même. Il pourrait avoir raison, car l'Iran a jusque-là lié l'accord de cessez-le-feu à l'arrêt des attaques israéliennes contre le Liban. Mais des sources du Hamas sur le terrain craignent le contraire. Qu'une fois que l'Iran aura trouvé un accord, Israël reportera toute son attention sur Gaza sans plus aucune distraction, et que la République islamique se retrouvera dans une position bien plus faible pour répondre de manière conventionnelle qu'elle ne l'aurait été autrement. Mladinov, qui assume sans doute actuellement le travail le plus difficile au monde, affirme que cette fois-ci doit être différente et que le cycle de violence peut être rompu si les deux parties s'engagent. Il a probablement raison, mais il négocie aussi une sacrée crise sous une échéance imminente avec deux parties qui sont assez connues pour leur entêtement lors des négociations. Quelle que soit la réponse du Hamas, les personnes qui vivent ici et qui seront celles à subir les conséquences ne sont pas celles qui auront le droit de décider. Merci de nous avoir regardés.